le couteau s'enfonçait dans ma chair comme une caresse traîtresse, le sang chaud coulant sur mes doigts tremblants tandis que les yeux de mon mari, ces yeux que j'avais aimés pendant 10 ans, brillaient d'une joie perverse. « C'est pour ton bien, Claire, avait-il murmuré, sa voix suave comme le vin de Bordeaux que nous partagions autrefois, avant que sa lame ne scelle mon destin dans l'ombre d'un appartement haussmannien surplombant la Seine. Et puis, le noir absolu au pas de lumière, pas de paradis, juste le vide hurlant d'une vie volée par l'homme que j'appelais mon amour. Mais le vide n'était pas éternel. J'ouvris les yeux dans un lit familier, le soleil filtrant à travers les rideaux de soie de notre chambre à Montmartre, et mon cœur, oh, mon Dieu, mon cœur battait à nouveau, furieux, vivant. Les draps sentaient encore le jasmin de ma perfume, et sur la table de nuit, mon téléphone vibrait avec un message anodin, « Rendez-vous ce soir au Fouquet's, 20h. Ne sois pas en retard, mon amour. » C'était le 15 juin 2023, la date fatidique, celle où tout avait basculé, où j'avais surpris mon mari, Antoine, avec sa maîtresse, Élise, dans un café des Champs-Élysées. J'étais revenu à la vie, non pas ressuscité, mais réincarné dans mon propre corps, 3 ans avant ma mort, armé d'une mémoire gravée au fer rouge, la trahison, le complot, le meurtre. Je me redressai d'un bond, le souffle court, les mains palpant frénétiquement ma poitrine intacte. Était-ce un rêve? Un cauchemar prolongé? Non. Le miroir de l'armoire reflétait mon visage de 32 ans, sans les rides creusées par les mensonges, sans les cernes de l'agonie finale. Antoine dormait encore à mes côtés, son souffle régulier comme un ronronnement de chat repu. Je le regardais, et une vague de haine pure me submergea, pas la tristesse larmoyante d'autrefois, mais une fureur froide, calculée, prête à consumer Paris entier si nécessaire. Cette fois, ce serait moi la lame. Cette fois, je réserverais la table juste à côté. Paris s'éveillait sous un ciel d'un bleu impitoyable, ce bleu qui masque si bien les tempêtes intérieures. Je descendis les escaliers étroits de notre immeuble du 18e arrondissement, mes escarpins claquant sur le parquet ciré comme des coups de feu étouffés. La concierge, Madame Duval, me salua d'un « Bonjour, Madame Lefebvre. Vous avez l'air reposée aujourd'hui. » Reposée? Si seulement elle savait que j'avais dansé avec la mort la nuit dernière ou plutôt, il y a 3 ans, dans cette boucle temporelle infernale qui m'avait craché comme un os mal mâché. Je m'arrêtai au café du coin, le Petit Noir, pour un espresso serré. Les habitués lisaient Le Monde, indifférents au drame qui se nouait autour d'eux. Moi, je revivais le mien en accéléré. Antoine, banquier ambitieux chez BNP Paribas, m'avait séduite à Sciences Po avec ses discours enflammés sur l'égalité sociale. Nous nous étions mariés sous les arches de Notre-Dame, avant qu'elle ne brûle, ironie du sort. Puis, les voyages d'affaires s'étaient multipliés, les nuits solitaires aussi. J'avais tout supporté, grignotant les miettes de notre amour agonisant, jusqu'à ce message fatal sur son téléphone, « Ce soir, Fouquet's. Élise t'attend. » PS, oublie Claire, elle soupçonne quelque chose. Élise. Cette vipère aux lèvres carmin et aux ambitions dévorantes, avocate chez un cabinet d'affaires véreux. Dans ma vie précédente, j'avais confronté Antoine ce soir-là, hurlant dans le restaurant bondé, attirant les regards des touristes japonais et des couples parisiens blasés. Il m'avait suivi dehors, dans la ruelle sombre derrière l'avenue Georges V, et là, avec Élise comme témoin complice, il m'avait poignardé. Tu en sais trop sur mes affaires, avait-il sifflé, tandis que le sang tachait mes perles de chez Chanel. Trop? J'avais découvert ces magouilles, un réseau de blanchiment d'argent pour des oligarques russes, des pots de vin qui finançaient nos dîners aux chandelles. Mais il m'avait fait taire avant que je ne puisse alerter la police. Maintenant, je sirotais mon café, les doigts crispés sur la tasse. Mon téléphone, cet artefact maudit, vibrait à nouveau. Un appel d'Antoine, « Chérie, où es-tu? J'ai une réunion importante ce midi, mais rejoins-moi pour déjeuner ?» Sa voix mielleuse me donna la nausée. « Bien sûr, mon amour, répondis-je, ma voix un velours empoisonné. Au relais de l'Entrecôte, 13h. J'ai une surprise pour toi. » La matinée s'étira en un tourbillon de préparatifs. Je fouillais nos comptes en banque en ligne haut, la naïveté d'Antoine, il n'avait pas changé ses mots de passe. Des transferts suspects vers un compte offshore au nom d'Élise Moreau. Des emails codés, livraison confirmée pour le 20. Évite les flics. Mon cœur se serra. Dans ma première vie, j'avais ignoré ces signes, me convainquant que c'était du stress professionnel. Cette fois, je téléchargeais tout, envoyant les fichiers à un avocat anonyme que je contactais via un burner phone acheté dans une boutique de la gare du Nord.
Préparez une plainte pour fraude, murmurai-je à l'appareil jetable. Et surveillez Antoine Lefebvre. Le déjeuner au relais fut un théâtre magistral. Antoine arriva en retard, son costume sur mesure froissé, un sourire carnassier aux lèvres. « Tu es radieuse, Claire. Qu'est-ce qui te rend si vive aujourd'hui ?» Je ris, un rire cristallin qui masquait le poison. « Oh, rien que l'amour, chérie. Et toi? Tes réunions se passent bien ?» Il tressaillit imperceptiblement, piquant sa salade niçoise. Je glissai ma main sur la sienne, feignant l'affection. « J'ai réservé une table ce soir au Fouquet's. Pour nous trois, non, pour nous deux, bien sûr. Mais j'ai entendu des rumeurs. Élise sera là aussi, n'est-ce pas ?» Son visage pâlit sous le hâle artificiel. « Élise? Ma collègue? Qu'est-ce que tu racontes ?» Je sortis mon téléphone, affichant le message que j'avais intercepté au comment. Un hack rudimentaire appris en ligne pendant mes nuits insomniaques passées. Juste une intuition, mon amour. Mais si elle dîne avec un collègue, pourquoi pas nous à la table d'A accent grave côté? Intimité partagée, non? Il bafouilla, des excuses vaseuses sur des clients russes. Je hochai la tête, les yeux plissés comme un chat qui joue avec une souris. La graine du doute était plantée. Il partirait en vrille, comme autrefois. L'après-midi, je me rendis à l'atelier de mon amie Sophie, une joaillère excentrique dans le Marais. « Claire, ma chérie, tu as l'air d'une furie divine », s'exclama-t-elle en m'embrassant. Sophie était mon alibi dans cette nouvelle vie, lesbienne assumée, ex-militante féministe, elle haïssait Antoine depuis le jour 1. Je lui confiai une partie de la vérité au pas la résurrection, bien sûr, juste les soupçons. « Aide-moi à le piéger, dis-je. » Elle rit, sombre et complice. Un micro dans son col? Ou du poison dans son pastis? Nous optâmes pour la discrétion, un traceur GPS dans sa montre, cadeau d'anniversaire que je lui rendrais ou oublié. Le soir tombait sur Paris comme un linceul de velours noir. Je m'habillais d'une robe rouge sang, celle que j'avais portée à notre dernière Saint-Valentin symbolique, n'est-ce pas? Au Fouquet's, les rembaumait le caviar et les trahisons. J'avais réservé la table adjacente à celle d'Antoine et Élise, sous un faux nom, Madame Duval, en hommage à la concierge. Caché derrière un pilier de marbre, je les observais arriver. Élise, sublime dans un fourreau noir, riait à une blague d'Antoine, sa main sur son genou. Mon estomac se noua, mais mes veines charriaient de l'acide pur. Le serveur, un jeune Auvergnat nommé Lucas que j'avais graissé la patte, me servit un verre de champagne. « Tout est en place, madame. » J'écoutais via l'appli du micro, leur murmure sur l'affaire Petrov, un oligarque qui blanchissait des millions via les galeries d'art d'Élise. Claire soupçonne rien, ricana Antoine. Après ce soir, on s'en occupe. Ce soir? Mon sang se glaça. Il prévoyait déjà ma fin, 3 ans en avance. La boucle se resserrait. Je me levai, traversant la salle d'un pas chaloupé. Antoine. Élise. Quelle coïncidence divine. Leur choc fut délicieux, bouche bée, verre suspendu. Je m'assis sans invitation, commandant un foie gras pour 3. Ne vous dérangez pas pour moi. Je suis juste venu dîner. Et écoutez. La tension crépita comme un orage sur la Bastille. Antoine balbutia, Élise me toisa comme une rivale indigne. Mais je voyais clair, elle n'était pas qu'une maîtresse. Elle était la architecte, la matoise qui tirait les ficelles, utilisant Antoine comme un pantin pour ses ambitions judiciaires ou immunité via corruption. La soirée dégénéra en un ballet de mensonges. Je posais des questions anodines, et c'est russe, chérie? Passionnant, non? Élise blêmit, Antoine transpirait. À minuit, je l'ai quitté d'un baiser sur la joue d'Antoine empoisonné de rouge à lèvres, mais pas encore littéralement. Dehors, sous les lumières des champs, je hélai un taxi. Hôtel de Crillon, ordonnai-je. Là, dans une suite anonyme, je pleurais enfin pas de douleur, mais de rage. La vengeance ne serait pas un éclat, ce serait un opéra wagnérien, acte par acte, jusqu'à ce que leur masque tombe dans le sang. Les jours suivants furent un kaléidoscope de paranoïa et de précision chirurgicale. Antoine rentra tard chaque nuit, prétextant des audits interminables, mais je le pistais via l'appli GPS, des rendez-vous dans des brasseries louches de Belleville, des transferts d'argent vers des comptes cypriotes. Élise, elle, était plus rusée ou une ombre dans les couloirs du palais de justice, plaidant pour des clients que la presse appelait les fantômes de l'Est.
J'avais fouillé son LinkedIn, ses posts Instagram, une vie de façade, vernis de citations de Simone de Beauvoir sur l'empowerment féminin, alors qu'elle piétinait les autres pour grimper. Je décidai de creuser plus profond. Un matin pluvieux, je me rendis à la Bibliothèque nationale de France, ce vaisseau de verre et d'acier au bord de la Seine. Là, sous le dôme futuriste, je consultais des archives numériques sur les affaires de blanchiment. Petrov surgit comme un spectre, un magnate russe impliqué dans l'assassinat d'un journaliste à Moscou, utilisant Paris comme lessiveuse pour ses fonds sales. Antoine avait été son contact initial, via un club d'échecs élitiste rue de Rivoli. Mais Élise? Son nom apparaissait dans un rapport Interpol fuité, témoin clé dans une affaire de corruption, qu'elle avait sabotée pour un pot de vin. Mon passé me hantait. Dans ma première vie, j'avais été professeur de littérature à la Sorbonne, passionné par les tragédies raciniennes Phèdre, consumé par la jalousie. Ironie, j'étais devenu l'héroïne de ma propre pièce, mais sans le repentir. Un soir, seul dans notre appartement, je relus mes notes de l'époque, j'avais découvert le réseau par accident, en triant des factures pour un dîner d'anniversaire. Une entrée pour consulting artistique de 500 000 €, payable à Élise. J'avais confronté Antoine gentiment, il avait ri. Puis, le couteau. Maintenant, je n'attendrai pas. J'appelai un détective privé, un ex-flic nommé Raoul, recommandé par Sophie. 50 000 €, et je vous donne tout sur eux, grogné jeu au téléphone. Il accepta, et 2 jours plus tard, un dossier anonyme atterrit dans ma boîte aux lettres, photos d'Antoine et Élise dans un hôtel de la Côte d'Azur, mais aussi des emails incriminant un meurtre. Pas le mien à un associé russe, disparu après avoir menacé de tout révéler. Élise avait arrangé l'alibi, Antoine fournit l'arme, un silencieux acheté sur le dark web. La découverte me frappa comme un coup de butoir. Ce n'était pas juste de l'adultère, c'était un cancer gangrénant la ville. Paris, ma Paris des boulevards haussmanniens et des bistrots enfumés, souillés par leurs mains avides. Je décidai mon premier coup, une fuite anonyme à Mediapart. Un journaliste, une femme farouche nommée Léa, mordit à l'hameçon. Des preuves solides, demanda-t-elle lors d'un appel crypté. Des montagnes, répondis-je. Mais protégez-moi. Il tue pour moins que ça. Antoine sentait le vent tourner. Lors d'un dîner tendu à la Tour d'Argent, il me confronta, « Claire, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es différente. Obsédée. » Je souris, découpant mon canard à l'orange avec une précision maniaque. Différente? Peut-être ai-je juste ouvert les yeux, chérie. Sur tes amis russes. Sur Élise, qui n'est pas qu'une collègue, n'est-ce pas? Il posa sa fourchette, les yeux fous. Tu fouilles dans mes affaires? Espèce de salope paranoïaque. Le mot claqua comme un fouet. Autrefois, j'aurais pleuré. Cette fois, je ris. Paranoïaque? Ou visionnaire? Demande à Petrov ce qu'il en pense. Il blêmit, se levant abruptement. On en reparle à la maison. Mais à la maison, il n'y eut pas de parole, ou juste une tentative maladroite de me frapper, arrêté par mon genou dans son entrejambe. Il s'effondra, haletant. Tu n'es pas toi. Je m'agenouillai, murmurant à son oreille, si, je suis moi. Mais la version qui survit. Je quittai l'appartement cette nuit-là, emportant un sac avec des bijoux de famille et mon passeport. Direction, un appartement loué sous un faux nom dans le 5e, près du Panthéon, havre des ombres intellectuelles. Sophie m'accueillit comme une sœur prodigue. Raconte tout, exigea-t-elle, versant du cognac dans des verres ballons. Je lui confiai la résurrection ou du moins, une version édulcorée, j'ai eu une vision. Une prémonition de ma mort. Ses yeux s'écarquillèrent, mais elle crut. Alors, on les crame. Littéralement. Nous planifiâmes, moi, l'appât, elle, le renfort. Le prochain acte viserait Élise. Une audience au tribunal le lendemain à un cas mineur de fraude immobilière, mais avec mes preuves, ça deviendrait un scandale. Le palais de justice bruissait de toges et de murmures. Je m'assis au fond de la salle d'audience, voilé d'un chapeau large. Élise plaidait, voix de velours, convainquant le juge d'acquitter son client. Mais au moment du délibéré, mon email anonyme atterrit dans la boîte du procureur, pièce jointe, enregistrement volé via Raoul. Chaos. Le juge suspendit la séance, Élise fixant la salle, son regard croisant le mien. Reconnaissance? Terreur? Elle pâlit, s'effondrant presque.
Dehors, sous la pluie battante, elle m'alpaga. Toi. Comment oses-tu? Je souris, parapluie en main. Oser? C'est toi qui as osé me poignarder, Élise. Dans une ruelle, souviens-toi. Ses yeux s'agrandirent. Quoi? Tu es folle. Mais je voyais la fissure, elle savait. Pour le meurtre passé, pour le mien à venir. La police arrive, mentis-je. Et Petrov parle, depuis sa tombe. Elle s'enfuit, claquant des talons sur les pavés mouillés. Ce soir-là, Antoine m'appela 100 fois. Reviens. On peut arranger ça. Arrêter? Je raccrochai, composant le numéro de Léa. Publié. Maintenant. À l'aube, Mediapart titrait « Blanchiment russe, un banquier parisien et une avocate dans la tourmente ». Les flics frappèrent à leur porte à 8 heures. Mais moi, je n'étais pas satisfaite. La vengeance exigeait du personnel. Un face-à-face. Je les attirai dans un piège, un message fin d'Antoine à Élise, rencontre urgente, Moulin Rouge, minuit. J'y attendis, caché dans les loges, un flacon de sédatif dans ma pochette volé chez un pharmacien complice. Ils arrivèrent, tendus, se disputant à voix basse. C'est elle, putain. Elle sait tout, siffla Antoine. Élise, tu l'as d'abord. Comme prévu. Mon sang bouillonna. Je sortis des ombres, un verre de champagne empoisonné à la main. À la santé de notre trio infernal. Ils se figèrent. Claire balbutia-t-il. Je versai le liquide dans leur coupe. Buvez. Ou j'appelle les keufs maintenant. Tremblants, ils obéirent. Le sédatif agit vite, ils s'effondrèrent, inertes. Pas morts, pas encore. Je fouillai leurs poches, un USB avec les preuves complètes, y compris l'ordre pour mon meurtre. Adieu, murmurai-je, laissant une note, la morte vous salue. La fuite de Mediapart fut un raz-de-marée. Les journaux titraient en une, le scandale Petrov, trahison au cœur de Paris. Antoine et Élise furent arrêtés à l'aube, menottés devant les flashs des paparazzi place Vendôme. Je regardais la télé dans mon appartement du quartier latin, un sourire froid aux lèvres, Sophie à mes côtés avec un bol de croissant tiède. C'est pas fini, hein, demanda-t-elle, allumant une gauloise. Non, répondis-je. C'est l'entracte. Les interrogatoires commencèrent. Raoul, mon détective, me tenait au courant, Antoine craquait, balançant Élise pour sauver sa peau. Elle m'a forcé. Les Russes, c'était son idée. Élise, elle, niait tout, invoquant son droit au silence comme une armure. Mais l'USB que j'avais planté anonymement glissé dans une boîte aux lettres de la PJ contenait l'irréfutable, plan de meurtre, virement, même un enregistrement riant de ma disparition future. Le procureur, un vieux loup nommé Durand, salivait, ça pue le procès du siècle. Pourtant, la peur me rongeait. Dans ma vie passée, après ma mort, leur réseau les avait protégés à un avocat véreux, des fuites orchestrées. Petrov n'était pas seul, il y avait des tentacules partout, jusqu'au quai des Orfèvres. Je décidai d'agir en solo. Un voyage à Bruxelles, via Thalys, pour rencontrer un contact de Raoul, un hacker russe défecteur, Ivan, qui avait fui après avoir aidé Petrov. Vous voulez les détruire, grogna-t-il dans un bar enfumé près de la Grand Place. Pour 20 000 €, je libère tout sur le dark web. J'hésitais. C'était risqué et exposer le réseau entier signifierait des innocents touchés, des petites gens comme la secrétaire d'Antoine, impliqués par naïveté. Décision controversée, je payais. À minuit, les serveurs tombèrent sous une averse de données, nom, compte, assassinat. Paris s'enflamma, manifestation devant l'Élysée, Macron promettant une purge. Mais Élise riposta, un appel anonyme à mon burner. Claire, c'est toi, n'est-ce pas? Arrête, ou tu finiras comme avant. Sa voix suave, menaçante me glaça. Comment savait-elle? Un mouchard? Je changeai de plan, infiltration. À la prison de Fresnes, où il croupissait, je posai comme avocate stagiaire, grâce à un faux diplôme fabriqué par Sophie. Visite à Antoine d'abord. Derrière la vitre blindée, il était brisé, barbe naissante, yeux injectés. Claire. Mon amour, aide-moi. C'est un malentendu. Je ris, bas et cruel. Malentendu? Comme le couteau dans mon cœur. Il pâlit. Quoi? De quoi parles-tu?
Je pressais l'intercom, du 15 juin 2026, quand tu m'as tué pour tes secrets. Mais je suis revenu, Antoine. Pour te regarder pourrir. Il hurla, appelant les gardiens. Elle est folle. Fouillez-la. Mais j'étais propre. Sortant, je vis Élise dans le couloir, escortée. Nos regards se croisèrent au pur défi. Tu crois que c'est fini, siffla-t-elle. J'ai des amis dehors. Je souris. Moi aussi. Et les miens ne poignardent pas dans le dos. De retour à Paris, le twist frappa, un article dans le Figaro révélait une taupe dans la PJ, protégeant le réseau. Pire, mon nom circulait, comme suspecte dans la fuite. Quelqu'un m'avait trahi Raoul? Non, il jura innocence. C'était Sophie? Absurde. Non, un souvenir enfoui remonta. Dans ma vie passée, j'avais confié un secret à ma sœur, Camille, qui haïssait Antoine mais admirait Élise depuis l'université. Était-elle le chaînon manquant? Je la confrontais dans notre café d'enfance, près de la tour Montparnasse. Camille, prof de yoga épanouie, sirotait un latte. Claire, tu es pâle. Les news sur Antoine. Horrible. Je la fixais. C'est toi, hein? Tu as parlé à Élise. Elle rougit, bafouilla. Non. Elle m'a contacté, pour de l'aide légale. Je n'ai rien dit. Mais ses yeux trahissaient. Tu es jalouse depuis toujours, Camille. De mon mariage, de ma vie. Tu les as aidés pour me voir tomber. Larmes. Aveu. Elle avait vendu mon emplacement pour un chèque pour mes dettes, Claire. Pardonne-moi. La trahison familiale coupa comme un rasoir. Décision controversée, je ne l'appelais pas la police. Pas encore. Part. Et disparaît. Elle obéit, fuyant vers Marseille. Mais la rage bouillonnait. Le réseau contre-attaquait, un homme en noir me suivit dans le métro, près de Châtelet. Je semai l'assassin dans les couloirs labyrinthiques, cœur battant, ressortant rue de Rivoli pour un thé chez Angelina. Là, plan B, alliance inattendue. Léa, la journaliste, m'approcha. Je sais que c'est vous. Aidez-moi à finir ça. Nous complotâmes, un article final, exposant la taupe à un commissaire corrompu par Petrov. Mais le prix? Mon anonymat brisé. J'acceptais. Publication à 22h. Chaos total, raid, arrestation en cascade. Élise tenta le suicide en cellule, Antoine implora un deal. Pourtant, le chaos Trao approchait. Une nuit, un appel, vient au Pont des Arts. Seule à seule. Élise, libérée sous caution par un juge complice. Je m'y rendis, cadenas d'amour brisé en fond. Elle attendait, échevelée, un pistolet à la main. Finissons ça, salope ressuscitée. Ressuscitée? Elle savait tout. J'ai lu t'aimer à Camille. Tu es un monstre de comics. Je ris. Et toi, une avocate qui tue pour de l'argent. La confrontation fut électrique, balles sifflant, moi esquivant derrière les statues. Je la désarmai d'un coup de talon appris en self-défense post-résurrection. À terre, elle cracha, Antoine t'aimait, au début. C'est moi qui l'ai changé. Twist, amour? Non, manipulation. Il était faible. Je l'ai fait roi. Je l'assommai, appelant les flics. Mais en l'alliant, un secret glissa, un tatouage sur son poignet, un lys empoisonné au symbole d'une société secrète, les filles de la nuit, un réseau de femmes puissantes corrompues. Le Pont des Arts devint une scène de crime avorté. Les gyrophares balayèrent la scène comme des éclairs, Élise emmenait menottée, hurlant des malédictions latines vestiges de son droit pénal. Moi, interrogé comme témoin clé, je tins ma langue sur la résurrection, invoquant un pressentiment maternel hérité de notre mère défunte. Le commissaire Durand, maintenant allié, me couvrit, cette femme a sauvé des vies. Mais intérieurement, je bouillonnais. Les filles de la nuit, ce tatouage n'était pas anodin. Un rapide search sur mon laptop volé, Antoine avait les mêmes faiblesses, révéla un forum crypté, une sororité occulte, mélange de féminisme radical et de crime organisé, infiltrant la politique parisienne depuis les années 80. Élise n'était pas la tête, juste un tentacule. La patronne? Une ombre nommée Viviane de la Roche, veuve d'un sénateur, résidant dans un hôtel particulier du 7e arrondissement.
Décision controversée, infiltrer les filles. Pourquoi? Pour éradiquer la racine, pas juste la branche. Je contactais Sophie, j'ai besoin d'un déguisement. Et d'un flingue. Elle haussa un sourcil. Tu vas te faire tuer pour de bon, cette fois. Mais elle aida, cousant une robe de soirée pailletée, glissant un Beretta 9 mm dans un holster cuisse. L'invitation arriva par pigeon voyageur littéralement, un corbeau lâché près de mon immeuble, avec un parchemin, rejoins-nous, sœur vengeresse. Hôtel de la Roche, 22h. Comment savait-elle? Camille, encore? Peu importe. Je me présentai, masqué de dentelle noire, au milieu d'une cour de femmes en fourrure et diamants. Viviane, soixantaine élégante aux cheveux de neige, m'accueillit d'un baiser froid. Claire Lefebvre. La veuve qui n'est pas veuve. Élise a chanté tes louanges ou tes malédictions. Le rituel fut théâtral, vin empoisonné, placebo, testé-jeu, serment sur un lys fané. Elle parlait librement affaire avec les Russes, élimination de rivales comme moi. Les hommes sont des pions, ronronna Viviane. Nous, les reines. Je hochai la tête, feignant l'allégeance. Puis, le coup, et Antoine? Il est à vous? Rire. Un jouet. Mais tu, Claire, tu as du potentiel. Tue-le, et joins-nous. La nuit culmina en orgie de pouvoir, plan pour un coup d'état financier, sabotant l'Eurovia des hacks. Je volai un dossier au nom de juges, de députés. À l'aube, je m'éclipsai, laissant une rose rouge sang sur le lit de Viviane. De retour chez moi, je transmis à Léa, la pieuvre entière. Publication explosive, les filles de la nuit, féminisme ou mafia? Le backlash fut féroce. Manifestations féministes divisées, certaines me traitant de traîtresse, d'autres de héroïne. Moi, traqué, voiture piégée, appel menaçant. Antoine, depuis sa cellule, m'écrivit une lettre, Claire, je t'ai aimé. Vraiment. Élise m'a piégé, comme Petrov. Pardonne-moi. Larmes? Non. Je brûlai la lettre dans un cendrier, fumant une cigarette en regardant la tour Eiffel scintiller. Cao Trao, un sommet des filles au château de Versailles, loué pour une soirée networking. J'y infiltrai comme serveuse, plateau en main. Viviane présidait, et Élise à ses côtés au blanchi temporairement par corruption. Antoine? Libéré sous caution, présent comme réformé. Le voir là, en smoking, riant avec ses bourreaux, raviva la lame fantôme dans ma poitrine. J'attendis le toast. À la sororité. Verser le poison à un dérivé du ricin, inodore, fatal en heure. Pas pour toutes, juste les têtes. Chaos quand les premières convulsionnèrent. Tir, cri. Je visais Élise, balle dans l'épaule, la clouant au sol. Pour la ruelle, sifflet-jeu. Antoine chargea, poing nu. Monstre. Je tirai en l'air, le figeant. C'est toi le monstre, chérie. Les gardiens complices de Durand surgirent. Rafle massive. Viviane s'effondra, gargouillant, tu. Es l'une de nous. Non. J'étais la mort revenue. Fuyant dans les jardins de Le Nôtre, sous la lune, je jetai le flingue dans un bassin. Libéré? Presque. Mais le twist final guettait. À l'appartement, une lettre de Camille, pardonne-moi. J'ai tout confessé. Et je suis enceinte. De lui. De qui? Antoine? Non, d'un amant, mais pire, elle avait été manipulée par Élise pour me piéger. Suicide? Elle avait avalé des pilules, laissant un mot, venge-moi aussi. L'aube se leva sur un Paris en deuil et en liesse. Les filles de la nuit s'effondraient comme un château de cartes, arrestation en cascade, du 16e au 93. Mediapart remercia l'informateur fantôme moi, anonyme dans l'ombre. Antoine fut jugé en express, perpétuité pour meurtre et blanchiment. Lors de l'audience, nos regards se croisèrent, le sien, suppliant. Claire, murmura-t-il. Je ne répondis pas. Élise, en chaise roulante, cracha, tu as gagné. Mais à quel prix? Le prix, solitude. Sophie m'offrit asile dans sa maison de campagne en Normandie, mais Paris m'appelait encore. Je repris mon poste à la Sorbonne ou plutôt, un nouveau, comme conférencière invitée sur la vengeance dans la littérature française. Ironie, j'enseignais Racine à des étudiants indifférents,
tandis que mes nuits étaient hantées par des flashbacks, le couteau, le sang, le vide. Camille fut enterrée discrètement, près de notre mère au Père-Lachaise. Sa confession posthume révéla le twist ultime, elle n'était pas traîtresse par choix. Élise l'avait piégée avec des photos truquées, la forçant à coopérer sous menace d'exposition à un chantage sur une liaison lesbienne avec une élève. J'ai voulu te protéger, en te vendant, écrivait-elle. Mais j'ai échoué. Larmes, enfin. Pas pour Antoine, pas pour Élise ou pour la sœur perdue, un pion dans le jeu des reines. Décision finale, controversée, clémence. Je visitais Élise en prison, à Fleury-Mérogis. Aigrie, percluse, elle me toisa. Pourquoi, demandai-je. Pourquoi me haïr autant? Elle rit, rauque. Pas toi, Claire. Les hommes comme Antoine. Faibles, ils nous tirent vers le bas. Les filles. C'était pour les élever. Illuminées? Folles? Je laissai une photo de Camille. Élevée dans le sang. Réfléchis-y. Dehors, la scène coulait indifférente, emportant les secrets. Je marchais vers Montmartre, notre ancien appartement vendu aux enchères, mais le café en bas intact. Un espresso, et un nouveau départ, un livre en gestation, La Renaissance vengeresse, roman à clé sur ma boucle temporelle. Pas pour la gloire, mais pour exorciser. Était-ce un happy end? Non, tragique. Antoine se pendit en cellule, laissant un mot, je t'aimais, dans une autre vie. Élise purgea, brisée, écrivant des mémoires qui devinrent best-seller ironie française. Moi? Vivante, mais marquée. Paris, avec ses amours fugaces et ses trahisons éternelles, m'avait rendue plus forte. La prochaine dague? Je la manierai en premier.